Bonjour à tous et à toutes. En tant que co-délégués généraux de l'Alliance à l'Envie, Christelle Marlin et moi-même avons le plaisir de vous accueillir pour notre 8e Assemblée générale dans les locaux prestigieux de la Maison des Océans au siège de la Fondation de recherche pour la biodiversité, que nous remercions pour leur accueil. Cette année encore, l'actualité sanitaire nous a conduit à l'organisation d'une manifestation dans un format maintenant habituel pour nous tous depuis plus d'1 an. Alors, quel programme avons-nous finalement prévu pour cette Assemblée 2021, Christelle ? Alors, l'Alliance a souhaité cette année mettre au cœur de la journée les activités des différents groupes scientifiques. Et comme l'année dernière, nous alternerons entre interventions sur le plateau et vidéos préenregistrées. Et dans le détail, notre AG est organisé en 3 grands temps. Le premier temps qui permettra de porter un regard sur le passé, le présent et le futur de l'Alliance, avec des interventions en direct du président de l'Alliance et des vice-présidents. Un second temps dédié aux activités des différents groupes scientifiques. Un troisième temps autour du thème émergent de la science de la durabilité, avec une présentation de ce qu'est la science de la durabilité. 2 exemples de projets et un débat avec un panel d'experts. Puis, nous conclurons la journée avec les interventions de François Houillet et de différents membres du bureau. Pour intervenir et réagir lors de cet AG, nous vous proposons un chat qui nécessitera en fait une inscription de votre part préalablement sur le site Vimeo. Vous allez trouver sur la droite de l'écran, mais tout ça vous sera rappelé ultérieurement. Sylvain, voilà, tu penses qu'on va animer toute cette AG aujourd'hui ? Non, rassurez-vous, l'après-midi sera animé notamment par Madame Stéphane Lux, qui dirige le cabinet Chance Conseil. Donc après différentes fonctions en cabinet ministériel, Stéphanie Lux a été directrice de la communication de l'INSERM et de l'IFREMER, donc elle connaît bien le milieu de la recherche. Elle a rejoint après Nicolas Hulot puis Ségolène Royal pour la préparation notamment de la COP21 et des ODD. Nous aurons également le plaisir et l'honneur d'accueillir Madame Claire Giry, la directrice générale de la recherche et de l'innovation du ministère en charge de la recherche. Et nous commençons par la partie bilan et perspective et nous laissons la parole à Stéphanie. Bonjour à tous. Donc, dans quelques instants, nous allons retrouver François Houillet, le président directeur général de l'IFREMER et le président d'Allenvie, et qui est avec nous à distance, donc à Brest. Mais juste avant, nous allons procéder à un petit sondage pour savoir qui vous êtes, vous qui nous suivez à distance. Donc pour cela, sur la fenêtre Vimeo, vous pouvez exprimer votre choix. Donc le choix 1 étant chercheur, enseignant-chercheur, doctorant ou post-doctorant. Deuxième choix, ingénieur, technicien ou administratif de la recherche. Troisième choix, ingénieur, recherche et développement, et 4 autres. Donc je crois que les résultats apparaissent en bas de l'écran et que vous allez les découvrir avant moi. Je laisse maintenant la parole à François Houillet, en direct de Brest, qui va nous présenter un peu le bilan de cette année 2020-2021 et les perspectives d'avenir pour l'année qui vient. Bonjour à toutes et à tous. Si je suis à Brest et que je ne suis pas avec Sylvain et Christelle et Stéphanie, c'est parce qu'il y avait un conseil d'administration de l'IFREMER ce matin. Et qui fait que je suis avec Valérie Desverdier dans le même bureau. Vous ne la voyez pas, mais elle est juste en face de moi. Elle assiste aussi, la présidente de l'IRD, à cette assemblée générale. Donc, quelques éléments de bilan ou de mise en contexte de cette assemblée générale. Premier point, et peut-être avant même je dirais un mot sur cette diapositive, mais vous redire que dans l'année écoulée, on s'est attaché à réexprimer aussi la diversité des grands enjeux sociétaux sur lesquels l'Alliance intervient. Alors traditionnellement, on disait climat, biodiversité, climat, territoire, alimentation, eau. C'est aussi évidemment la question de la biodiversité qui a été à l'agenda du Congrès mondial de la nature. C'est aussi la question de l'océan, et pas simplement parce que je suis président de l'IFREMER. C'est plus généralement la question des ressources naturelles. Et puis c'est aussi la question des risques qui sont associés à la gestion des ressources et puis aux phénomènes naturels.
Et puis vous redire que cette alliance à l'envie, elle a vocation à la fois à animer la communauté scientifique, et je pense que, notamment par les groupes thématiques, il y a des choses qui se font, groupes thématiques ou les groupes sur des enjeux transversaux, ou les groupes métiers, il y a bien des choses qui se font dans ce domaine-là. C'est de participer à des temps forts internationaux, et puis, par exemple, le colloque qui a été organisé au moment du Congrès mondial de la nature, les 3 jours qui ont été passés à Marseille sur les questions d'évolution et de biodiversité, on relève bien de cette participation à un temps fort international. C'est de programmer la recherche, et j'y reviendrai peut-être dans un instant, mais dans l'année écoulée, il y a quand même eu toute la réflexion sur la programmation, non pas directement de la recherche, mais la programmation des activités ou des appels de l'ANR, avec en particulier une réflexion sur qu'est-ce que c'est que les sciences de la durabilité, doivent-elles ou non être inscrites à l'agenda de l'Agence nationale de la recherche, et de fait, elles ont été inscrites avec la création d'un item ou d'une ligne de programmation dans ce domaine. Et je pense que, pour le coup, À l'envie a joué son rôle dans cette réflexion. C'est la coordination des infrastructures, et j'y reviendrai dans un instant, il se passe des choses. Et puis, c'est aussi l'accélération de l'innovation, la coordination de la valorisation. Et le CVT a changé de nom, il s'appelle À l'envie Solutions maintenant. Et puis, et peut-être que là, on est moins directement présent, l'aide aux politiques publiques et puis à l'expertise. Alors, si on reprend les éléments de contexte sur la diapositive d'après, sous différents angles, partager avec vous l'idée que l'environnement nous apparaît au cœur de tous les défis. Alors, évidemment, vous allez me dire que c'est une prise de position intéressée pour une alliance qui s'intéresse à ce sujet, mais on a quand même le sentiment, les différents membres de l'Alliance et les présidents ou directeurs des différents organismes, qu'il y a bien une prise de conscience des enjeux liés à l'environnement. Alors, le climat très, très présent, la biodiversité aussi, et notamment grâce au Congrès mondial de la nature, et bien que la COP15 biodiversité est un peu perdue en visibilité du fait qu'elle soit reportée, et peut-être parce qu'aussi voilà, le pays qui l'organise ne la porte pas exactement de la même manière que d'autres. C'est donc les objectifs du développement durable qui existent toujours. C'est le pacte vert européen, le Green Deal, qui a quand même lancé des appels à projets, donc qui manifeste une volonté de la Commission européenne et des États membres de s'impliquer. Puis c'est un certain nombre d'événements internationaux, alors, dont certains que j'ai déjà évoqués, la COP26 climat, la COP15 biodiversité, l'IPBES qui va donc avoir une antenne, un secrétariat qui va être prochainement installé à l'université de Montpellier. C'est les travaux du GIEC, et puis ce sont les différentes décennies, celle des océans bien sûr, mais aussi celle dont on ne parle pas assez peut-être, qui est celle sur la restauration des écosystèmes, sujet qui est peut-être moins facile à traiter, mais qui me paraît important. Donc oui, l'environnement est au cœur de tous les défis, donc d'une certaine manière, l'Alliance à l'envie est très concernée. Sur la diapo d'après, l'idée c'était c'est toujours un élément de contexte, mais et ça permet d'évoquer aussi quelques éléments ou quelques points forts. On peut en penser ce qu'on veut, mais on a l'impression quand même qu'il y a quelques moyens qui sont alloués à la recherche et qui sont en croissance. Il y a l'évolution de la programmation de l'ANR. De fait, les taux de succès sont meilleurs et il y a plus d'argent à l'ANR. Et de fait aussi, l'ANR, dans sa nouvelle programmation, a travaillé avec l'Alliance à l'envie dans différents périmètres. Elle a travaillé donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, sur les grandes lignes de la programmation, mais aussi sur cette question de la science de la durabilité. Donc, je crois que nous avons été entendus, celles et ceux qui se sont exprimés dans les instances de l'Agence nationale de la recherche ont été écoutés, entendus, après peut-être pas sur tout et sur tous les points, mais de fait, on a eu notre rôle dans cette partie de la programmation. Il y a une nouvelle feuille de route des infrastructures de recherche, donc il y a un gros travail qui avait été fait par peut-être que Nicolas Arnaud ou Thierry Caquet, puisque Philippe Mauguin sera pas avec nous, et c'est lui le vice-président dédié aux infrastructures de recherche, en parleront, mais donc il y a une nouvelle feuille de route des infrastructures de recherche qui a été portée au niveau national, et puis nous, on a produit le document qui était déjà en gestation très avancée l'an dernier,
sur les infrastructures de recherche environnementale. Et je crois que la contribution d'Alenvi a été visible dans ce travail sur les infrastructures de recherche. Ça ne veut pas dire qu'on est au bout de la route. Voilà, moi, je m'occupe de questions océaniques. Il y a des projets qui n'ont pas eu de succès, qui n'ont pas été inscrits dans cette feuille de route. Je pense notamment à la question du Hauturier. Donc, tout n'est pas forcément toujours positif, mais je pense qu'on a été capable de produire une sorte de cartographie du paysage des infrastructures de recherche environnementale. Bon, il y a les plans de relance et donc nous n'avons pas encore fait l'analyse de celui qui a été annoncé mardi dernier, France 2030. Il y a eu dans les appels des investissements d'avenir des choses. Alors, ça n'a pas mobilisé directement l'Alliance en tant que système de coordination, ça a plutôt mobilisé les membres, mais il y a eu plusieurs projets d'équipe X+, qui fin 2020 ont été retenus. Dans les programmes et équipements prioritaires de recherche, il y en a notamment un sur le carbone, pour faire court, qui a été retenu au titre des PEPR exploratoires et qui mobilise plusieurs membres de l'Alliance. Donc, on voit à ce titre-là pas mal de moyens qui sont potentiellement alloués à la recherche. La même chose vaut pour Horizon Europe et notamment sur les missions. Il y a au moins 4 des 5 missions qui, de près ou de loin, concernent l'Alliance Alenvi. Vous avez la mission sur les sols et l'agriculture, il y en a une sur la ville durable, il y en a une sur le climat et puis il y en a une sur les océans. Donc ces missions nous concernent et vont offrir des moyens assez significatifs. Rien que la mission océan, on parle de quelque chose d'une centaine de millions d'euros par an pendant 4-5 ans, donc quelque chose de tout à fait significatif. Et puis, il y a le Future Earth, c'est Knowledge Action Network, il y en a un sur l'océan, et puis il y a le Belmont Forum, dans lequel il y a un certain nombre d'actions de recherche collaborative qui ont pu être mises en place. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même des moyens, c'est jamais suffisant, mais des moyens en croissance pour la recherche en général et pour notre recherche en particulier dans le domaine de l'environnement. Et vous pourrez le contester tout à l'heure dans la partie discussion, si vous le souhaitez. Troisième chose, c'est la mobilisation d'Alenvi dans ce cadre. Donc, les groupes scientifiques de l'Alliance ont été mobilisés. Alors, ils ont été mobilisés dans l'interaction avec l'ANR, je l'ai évoqué. Ils ont été mobilisés dans la proposition d'action de recherche collaborative avec le Belmont Forum. Ils ont été mobilisés sous des formes différentes aussi. Il y a eu, par exemple, des articles. Je pense au groupe Atmosphère qui, je crois, a produit 1 ou 2 articles de synthèse intéressants. Il y a eu des ateliers. Il y a un document de prospective qui avait été fait il y a quelque temps sur la mer Monte, qui a été finalement... le travail date maintenant d'il y a 2-3 ans, mais qui a donné lieu à une publication. Il y a eu ce livre blanc sur les infrastructures de recherche. Il y a eu ce colloque que j'évoquais tout à l'heure, juste avant l'UICN, sur la conservation de la biodiversité, qui a rassemblé des collègues français, mais aussi quelques collègues étrangers qui étaient, moi j'ai assisté la première après-midi, qui étaient vraiment de très très bon niveau. Je tiens à remercier nos collègues du CNRS qui avaient pris l'initiative d'organiser ce colloque-là au départ, nos collègues de l'INE. Il y a eu un colloque dont je ne sais pas si vous en avez tous conscience, mais Interalliance, qui a été organisé à l'initiative au départ de l'Alliance Ancre, celle qui est dédiée à l'énergie, qui s'intéressait aux questions d'énergie décarbonée, de changement climatique, de santé environnementale, de biodiversité. Il y aura prochainement une action particulière sur l'exposome, donc voilà, une activité qui paraît vivante. Et puis il y a les travaux du COV et puis d'Alenvi Solutions, et notamment aujourd'hui un travail en cours sur la question des données et de leur usage. Donc, pour un dispositif qui reste un dispositif léger, qui a vocation d'ailleurs à rester un dispositif léger, un dispositif d'animation et de coordination, quand même toute une série d'actions dont vous allez rendre compte un peu plus précisément dans la suite. Pour terminer, il y a ce qui va se passer demain. Donc, une des réflexions qui demeure, même si l'ANR a inscrit un axe sciences de la durabilité à son agenda, c'est quand même quelle science au singulier, au pluriel et pour quelle transition. Derrière le mot transition, il y a parfois l'idée qu'il y a un état
un point de départ et un point d'arrivée. Je ne suis pas sûr qu'on sache toujours quel est bien le point d'arrivée vers lequel on va, mais il y a bien cette question-là qui est de plus en plus prégnante. J'ai vu avec intérêt, par exemple, que l'IXU, qui est derrière Future Earth, avait récemment publié un travail sur la nécessité d'organiser la recherche par mission, par grande mission, un peu d'ailleurs sur un modèle on s'est peut-être inspiré la Commission européenne avec ses missions. Donc là, il y a des questions typiquement très interdisciplinaires qui mobilisent aussi les acteurs de la société civile comme les acteurs économiques qui se posent. On a eu une discussion intéressante au Conseil d'Allenvie avec l'ADEME. Ça faisait finalement assez longtemps qu'on n'avait pas réinteragi avec l'ADEME en tant qu'alliance. Chacun des établissements membres peut avoir des liens avec l'ADEME. Il y a des enjeux de mobilisation pour les futures COP, que ce soit la 15 ou la 26, donc la 15 biodiversité ou la 26 climat. On ne l'a pas fait dans le cadre d'Allenvie, mais avec le CNRS et avec l'IRD, nous on s'est mobilisés sur les questions océaniques dans la perspective de la COP climat. Et puis, dans le cadre interne à Allenvie, il y aura forcément des évolutions, puisque vous le savez, la norme, le règlement ou les règles propres d'Allenvie font que, a priori, tous les 2 ans, on remet les choses à zéro et que les présidents n'ont pas vocation à faire plus de 2 ans. Alors que moi, j'en ai déjà fait 4 dans une vie antérieure, j'en aurais fait 2, et peut-être que ce sera peut-être utile et nécessaire qu'il y ait effectivement une évolution dans la présidence d'Allenvie, puis qu'il puisse y avoir aussi des modifications dans les vice-présidents, soit dans qui est vice-président. Alors, il y en a eu de fait. Par exemple, Valérie, qui est avec moi, a pris le relais du CIRAD sur la partie internationale, Europe et Sud. Puis, il faudra peut-être revoir des choses sur de nouveaux groupes. On a, par exemple, été sollicité pour créer un groupe dédié au pôle, puisqu'il y a une stratégie polaire qui est en préparation, et donc on devrait, c'est une suggestion du CNRS, à laquelle j'ai bien volontiers souscrit, essayer de créer un groupe dédié, un groupe transversal sur les pôles, pas forcément un groupe permanent, sur cette question-là. Voilà, donc il y a un certain nombre de sujets qui sont comme ça à l'agenda. Et puis, il y a une nouvelle prospective qui va être lancée. On a récemment décidé que cette nouvelle prospective serait sur cohabiter la Terre. Donc, si on cohabite, c'est entre nous, mais c'est aussi avec le tissu vivant de cette planète, c'est-à-dire la biodiversité. C'est donc l'idée que nous ne sommes pas des habitants exclusifs qui s'en nourrissent sans imaginer les impacts qu'ils ont sur elles, ni sans imaginer la valeur intrinsèque que peut avoir certains éléments de cette planète. Voilà quelques éléments très rapidement à la fois de contexte et puis de bilan, même si ce bilan, on n'a pas essayé de le chiffrer ici. Merci pour cette première vision des choses. Avant d'enchaîner sur la vision des différents vice-présidents, vous l'avez dit, Allenvie est une structure qui est légère et qui a vocation à rester légère. Cependant, elle a une gouvernance qui est assez complexe. Et donc, je vais maintenant me tourner vers Christelle Marlin et Sylvain Mahé, qui sont les 2 co-délégués généraux d'Allenvie, qui vont présenter donc l'organisation et la façon dont fonctionne Allenvie. Merci Stéphanie. Donc effectivement, comme l'a rappelé François Houillet, l'Alliance nationale de recherche en environnement Allenvie s'est construite autour de grands enjeux environnementaux, transversaux, qui ont évolué durant cette dernière année. Autour de la biodiversité, du climat, de l'alimentation, de l'océan, de l'eau et des risques. Les grandes missions d'Allenvie, comme celles des autres alliances, sont avant tout des missions d'animation de communautés scientifiques et d'échanges interorganismes pour aborder justement ces grands enjeux et répondre aux sollicitations de certains ministères, par exemple celui en charge de la recherche, de la transition écologique et de l'agriculture. Alors, Allenvie est la plus complexe des 5 alliances, avec ses 12 membres fondateurs, que vous voyez dans le cercle bleu, et 14 membres associés. Alors, pour faire fonctionner cet ensemble, une gouvernance s'est mise en place autour d'un président, qui est actuellement donc François Houillet, le PDG de l'Ifremer, un conseil constitué de 12 membres fondateurs et de 2 représentants élus parmi les 14 membres associés, actuellement l'IFPEN et l'ANDRA.
Émanation du Conseil, le bureau d'Allenvie est constitué du président et de 5 vice-présidents, chacun en charge d'un groupe transversal que vous voyez apparaître sur la diapositive, vice-présidents qui vous seront présentés par Stéphanie. Alors, la délégation générale en fait, prépare les dossiers et met en œuvre les décisions stratégiques du Conseil et fait le lien avec l'ensemble des groupes, les groupes de travail, dont les groupes transversaux à gauche sur la diapositive, mais également 7 groupes thématiques autour des grandes composantes du système Terre, 6 grands enjeux environnementaux transversaux, prioritaires pour Allenvie, territoire en transition autour de la biodiversité, adaptation et atténuation face au changement climatique, risques naturels et environnementaux, ville durable et transition alimentaire, écologique et énergétique. Nous partageons également un groupe avec les alliances Avisan et Athéna autour du champ de l'environnement et de la santé. Alors l'ensemble de ces groupes, interorganismes, interagissent avec le comité de pilotage scientifique et l'ensemble de ces groupes finalement totalise plus de 500 chercheurs et enseignants, chercheurs et ingénieurs qui se réunissent et travaillent régulièrement au service de la recherche française environnementale. Nous allons à nouveau nous tourner vers vous qui nous suivez à distance. Donc vous avez vu, peut-être vous avez déjà découvert les résultats du sondage. Donc il y a 66% de chercheurs, d'enseignants-chercheurs, de doctorants et de post-doctorants qui sont avec nous en ce moment. Et comme l'a rappelé François Houllier, un des faits majeurs de cette année, c'est l'inscription à l'ANR d'un programme sur la science de la durabilité. La science de la durabilité, c'est l'objet de notre 3e séquence de cette Assemblée générale et nous allons vous solliciter pour la préparer dès maintenant. Donc pour cela, nous vous demandons de vous connecter sur menti.com. Alors vous ne vous connectez pas en fait, vous allez tout de suite dans la fenêtre du haut et vous rentrez le code 27 19 85 66 27 19 85 66. Je pense que Christelle Marlin et Sylvain Mahé vont vous le mettre sur le chat. Et ce qu'on vous demande, c'est d'inscrire et de taper directement le mot ou les mots que vous évoque comment vous définiriez la science de la durabilité. Voilà. Donc ça, vous avez 1 heure pour ce faire, 1 heure pour réfléchir et à nous proposer les mots qui vous intéressent. Alors, nous allons maintenant accueillir les 4 vice-présidents plus le président de l'Alliance. Donc le premier, ce sera Nicolas Arnaud qui est avec nous. Nicolas Arnaud est directeur de l'Institut national des sciences de l'univers, INSU-CNRS, et vice-président en charge de l'animation scientifique et de la prospective. Nous retrouverons à distance donc Jean-Marc Augier qui est à La Rochelle. Je ne sais pas s'ils apparaissent à l'écran. Jean-Marc Augier, président de La Rochelle Université et vice-président en charge des relations avec l'enseignement supérieur. Michèle Rousseau, qui est la présidente du BRGM et la vice-présidente en charge du consortium de valorisation thématique, donc quelque chose qui a changé de nom cette année, apparemment. Donc Valérie Verdier, qui est présidente directrice générale de l'IRD, normalement basée à Marseille, mais qui là se trouve à Brest. Et c'est la vice-présidente Europe, internationale et Sud. Et bien évidemment, donc François Houllier, président directeur général de l'Ifremer et président d'Allenvie, qui conclura cette séquence. Alors, Nicolas Arnaud, je vais commencer avec vous puisque vous êtes là. 2020-2021 a été l'année d'entrée en vigueur de la loi de programmation pour la recherche. C'est aussi la première année du nouveau programme européen Horizon Europe 2021-2027, qui traduit en recherche la priorité politique de faire de l'Europe le premier continent neutre en carbone, avec quand même une augmentation de 30% des crédits. Alors, toute cette augmentation des crédits traduit un fort besoin de connaissances. Mais la connaissance, ce n'est pas forcément la recherche. Alors, comment Allenvie s'organise pour répondre à ce besoin de recherche, mais aussi à ce besoin d'expertise? Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous m'entendez. Merci Stéphanie. Je pense qu'à travers ta question, nous sommes clairement au cœur de ce qui fait l'ADN de l'Alliance Allenvie, c'est-à-dire la recherche de solutions basées sur la science. L'idée qu'il y a une importance accrue, je pense, compte tenu de la question sociétale, à avoir des lieux dans lesquels se construit une expertise indépendante basée sur la science, et non pas exclusivement sur des convictions qui peuvent être tout à fait légitimes, mais qui sont des convictions politiques, des convictions d'autres types. Et vraiment, la façon dont a été créée l'Alliance et dont elle fonctionne, c'est cette recherche
d'un effort collectif où nous sommes plus tous ensemble que simplement séparément. Nous sommes plus que la somme finalement de l'ensemble de nos organismes et universités pour être capables d'apporter un certain nombre de réponses et d'éclairer le débat public par des positions scientifiquement construites et démontrées. C'est pour ça que, par exemple, en 2019, la structure de l'Alliance que montraient à l'instant nos collègues Christelle Marlin et Sylvain Mahé a changé. Et nous avons complété, par exemple, les groupes thématiques qui existaient déjà par ces groupes autour des grands enjeux transversaux, parce qu'il nous semblait que nous avions besoin d'encore plus de transdisciplinarité, encore plus d'approches croisées autour d'un certain nombre de grands enjeux qu'on a rappelés tout à l'heure, sur la transition alimentaire, sur la question de l'adaptation au changement climatique, où nous avions besoin de travailler tous ensemble. C'est aussi le rôle du GT Prospective, au sens où il nous permet de faire des états des lieux, des benchmarks des connaissances à l'échelle de l'Alliance, comme finalement le GIEC le fait à l'échelle du changement climatique, avec un certain nombre de questions qui ont été créées dans le passé pour nous permettre de déterminer, par exemple, des grandes familles de scénarios, qu'est-ce que nous connaissons et quelles sont encore les zones d'ombre sur lesquelles tous ensemble nous avons besoin de chercher. C'est ce qui a été fait sur la question de la montée des mers. Et c'est ce que va faire ce groupe sur le nouveau projet dont parlait François Ollier à l'instant, Cohabiter la Terre. Ça nous permet, à travers ce travail de prospective, tous ensemble au niveau de l'Alliance, d'identifier quels sont les lieux sur lesquels nous avons encore besoin d'une recherche et éventuellement sur lesquels nous avons besoin également de consulter des porteurs d'enjeux, comme par exemple les porteurs d'enjeux industriels à travers le CVT, pour de la connaissance qui n'est pas que de la connaissance scientifique. S'ajoute à cela, et je crois que c'est important de le rappeler, la capacité d'Alenvie d'aller chercher chez chacun de ses membres les stratégies nécessaires, chacun à la position qui est la nôtre et avec les compétences qui sont dans chacun de nos organismes et universités, pour construire ce corpus, chacun à notre place. Parce que BRGM, IRD, université, CNRS, INRAE, nous apportons tous des compétences complémentaires au sein de l'Alliance. Et donc, c'est très important que nous puissions régulièrement faire des états des lieux à travers le travail prospectif, à travers le travail des groupes thématiques ou des groupes transverses, de façon à pouvoir ensuite co-construire ensemble des programmes là où nous identifions les manques. D'accord. Merci. Alors maintenant, je vais me tourner vers Jean-Marc Augier. Il y a effectivement une forte demande sociétale, mais au sein de la société, on le sait, les jeunes sont vraiment les plus nombreux, c'est ceux qui se sentent le plus concernés par les thématiques de changement climatique, d'érosion de la biodiversité. C'est des thèmes de préoccupation très forts, voire d'angoisse chez certains. Alors, sont-ils plus nombreux à s'engager dans la recherche sur ces sujets et comment l'université s'organise-t-elle pour proposer une offre qui soit adaptée et qui les attire? Comment faites-vous cela? Donc, je laisse la parole à Jean-Marc Augier. Oui, bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez? Bonjour depuis La Rochelle. On vous entend très bien. Merci beaucoup. Ouais, effectivement, je confirme le fait que les nouvelles générations qui nous arrivent sont extrêmement sensibilisées à toutes ces questions liées à la transition climatique, au changement climatique. Et on observe une mobilisation très, très importante du milieu associatif, notamment dans toutes les universités, qui d'ailleurs se coordonnent au niveau national avec aujourd'hui quelques grands réseaux nationaux, tels que le réseau des étudiants pour une société écologique solidaire ou le manifeste pour un réveil écologique qui émane des grandes écoles. Et toute cette jeunesse exerce une pression très forte à tous les étages, qu'il s'agisse des universités dans lesquelles elles s'inscrivent, ou même vis-à-vis du monde professionnel vers lequel elles seront susceptibles d'aller travailler demain. La première puissance étudiante qui s'est exprimée sur cette question est celle du manifeste pour un réveil écologique, qui émane de HEC, de Polytechnique, de HUM et autres, disant aux grands groupes privés, nous n'irons pas travailler chez vous si vous n'avez pas une politique RSE engagée, très forte, visible, compréhensible, à laquelle nous adhérons. Donc on voit qu'il y a une pression très très forte qui est exercée par les étudiants. Et pour avoir récemment participé à une conférence organisée avec des collègues étrangers, américains, australiens, norvégiens et autres, il s'avère que même dans le choix des universités, les étudiants commencent à sélectionner les universités en fonction de leur engagement en tant qu'une entité qui respecte l'environnement. Donc on voit qu'il y a une pression très très forte et donc les universités de leur côté, la CPU s'empare de cette question de nos approches assez globales, à la fois dans les écosystèmes de formation et de recherche, je reviendrai sur ce sujet un tout petit peu après, mais aussi dans la gestion de leur propre processus interne.
nous participons à des grands programmes collectifs que nous essayons de coordonner au niveau national, dont le but est de créer, de faire des campus qui soient plus éco-responsables en travaillant à tous les étages d'activité de l'université, qu'il s'agisse de la gestion patrimoniale, de la mobilité, de l'économie circulaire, des différents sujets qui sont liés au processus interne des universités et pour lesquels les universités se doivent être exemplaires. Donc, de ce point de vue-là, les étudiants peuvent entrevoir au travers des engagements des universités déjà comment leur propre institution participe à cet effort collectif. Par ailleurs, du côté de la formation, donc évidemment, sous la pression étudiante et sous le foisonnement des initiatives nombreuses, l'État, sous l'impulsion de la ministre Frédérique Vidal, a mandaté Jean Jouzel, que tout le monde connaît, le célèbre climatologue, pour animer un groupe de travail sur la réforme de la formation dans l'enseignement supérieur et essayer de faire en sorte que tous les étudiants français, quel que soit leur cursus, qu'il soit cursus à Bac+3, à Bac+5 ou à Bac+8, aient dans leur formation, au cœur de leur formation, une sensibilisation aux transitions écologiques et sans que ce soit un vernis, une surcouche qui soit amenée à côté de leurs compétences disciplinaires, mais que ce soit véritablement intégré au sein de leur cursus disciplinaire. C'est un vrai challenge parce qu'il y a de nombreux verrous, de nombreux obstacles culturels, sociologiques, politiques sur lesquels nous travaillons. En tout cas, les universités se sont engagées à travailler sur cette question pour accompagner ce grand mouvement. Et donc, nous sommes sur le point avec Jean Jouzel de finaliser un second rapport qui va bientôt être transmis à la ministre et qui va lui permettre d'identifier un certain nombre de recommandations pour faire en sorte que cette bascule vers une formation généralisée des jeunes Français à la transition écologique, quel que soit leur cursus, puisse être effectivement intégrée. Alors, il y a de nombreux... La problématique est extrêmement complexe et la question est de regarder aujourd'hui comment travailler l'esprit critique, comment mettre les étudiants en situation, comment avoir des approches holistiques des sciences de la durabilité. Nos jeunes, dans tous les champs disciplinaires que nous formons, vont devoir être des cadres éco-responsables. Et donc, comment faire en sorte qu'on soit un étudiant en génie civil, en biotechnologie, en droit ou en histoire, on soit sensibilisé à cette question dans une vision systémique et transdisciplinaire pour nous assurer qu'on crée de véritables citoyens du monde. Donc là, les universités sont en marche sur cette question, à la fois sur leur processus interne et sur les processus de formation et de recherche. Et puis par ailleurs, juste pour terminer, sur la recherche, les universités sont également engagées dans des analyses de l'empreinte carbone, en partenariat avec les organismes d'ailleurs, de l'empreinte carbone de leurs propres activités, pour faire en sorte que, du point de vue de leur recherche, les chercheurs, les jeunes doctorants, les enseignants-chercheurs, les chercheurs soient tous sensibilisés à leur pratique professionnelle et faire en sorte que leur empreinte carbone soit réduite. Voilà, il y a tout un ensemble de leviers qui sont engagés au sein des universités et nous avons le sentiment qu'il y a une forme d'adhésion puisque nous co-construisons tous ces scénarios avec le milieu étudiant. Et nous pensons qu'il y a un avenir assez intéressant pour toute cette jeunesse et qu'à court ou moyen terme, nous pourrons enfin former ces citoyens du monde, les futurs cadres qui seront éco-responsables et qui travailleront en responsabilité de leurs activités professionnelles. Merci. Donc, ce que m'inspire un peu ce que vous dites, c'est un témoignage que j'avais entendu d'une jeune diplômée polytechnique qui disait moi, je ne veux pas aller travailler à vélo pour construire des centrales à charbon. Je trouve que ça résumait assez bien le propos et la carrière et le destin. Voilà, donc merci. Exactement. Maintenant, donc, je vais me tourner vers Michel Rousseau. Un tiers des investissements prévus dans le cadre du programme Investissement d'avenir PIA 4, qui est quand même d'un montant global de 20 milliards d'euros, vont financer des projets destinés à mettre en œuvre la transition écologique. Et dans le même temps, aucun des projets... Donc on a d'un côté un tiers des investissements qui sont fléchés sur la transition écologique, et de l'autre côté, on a ces 20 milliards, et sur ces 20 milliards, aucun projet ne doit porter atteinte à l'environnement. C'est donc une double condition. Et la question que je me posais, c'est comment All'Envie s'est organisé pour répondre à cette double priorité. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je pense déjà que nous pouvons nous féliciter que l'environnement soit reconnu comme une priorité dans le programme des investissements d'avenir. Ce n'était pas gagné à l'avance. Cela montre que l'environnement n'est pas seulement une absolue nécessité et parfois une contrainte, il est vrai, mais aussi un puissant vecteur pour développer l'économie. Alors, comment est-ce qu'All'Envie s'organise ? Il s'organise de deux façons pour être à la hauteur de cette priorité. La première façon, c'est de réunir dans un groupe de travail qui est appelé COV All'Envie les chercheurs de tous nos organismes qui travaillent à développer des innovations portées par la priorité environnementale. C'est un lieu d'échange d'informations et de bonnes pratiques, mais c'est aussi un lieu
où on cherche à construire des positions communes pour que l'innovation en environnement soit de plus en plus soutenue par les pouvoirs publics. Deuxième façon d'agir, nous soutenons une structure qui s'appelle Allenvie Solutions. C'est celle qui était autrefois le CVT. Allenvie Solutions, qui, grâce au financement du SGPI, mais aussi des membres d'Allenvie, mène sous le pilotage du COV Allenvie. Je vous accorde que c'est un tout petit peu compliqué, mais le COV Allenvie est le comité de pilotage d'Allenvie Solutions. Et Allenvie Solutions mène des études économiques partagées entre tous ses membres et le plus souvent rendues publiques. Et puis, en sus de ces études mutualisées, parce que les financements du SGPI sont en train de baisser, Allenvie Solutions réalise depuis 1 an des études de marché plus spécifiques à la demande d'un membre ou d'un acteur économique extérieur. Et ces études restent la propriété de l'entité qui les a commandées. Pour l'instant, on peut dire que la dynamique économique est bonne pour Allenvie Solutions. Voilà les 2 façons dont Allenvie, avec ces 2 composantes, essaye de s'organiser pour répondre à cette priorité environnementale dans l'action économique. Merci. Merci à vous, merci pour votre réponse. Donc c'est vrai que moi je reste toujours en attente je me demande comment on peut estimer à l'avance qu'un projet sera favorable ou pas à l'environnement. C'est-à-dire que, mais ça c'est pour les parties, c'est pour la partie hors environnement justement. Mais bon, on verra. Maintenant je vais me tourner vers Valérie Verdier, donc qui au lieu d'être à Marseille se trouve à Brest en ce moment. Donc la France et l'Europe, on vient de le voir, affirment une très forte priorité et donnent de gros moyens à la recherche sur l'environnement. Pensez-vous que la France soit bien armée pour répondre à cette demande? Avons-nous des domaines d'excellence? Et selon vous, est-ce qu'on aurait des domaines à renforcer? C'est-à-dire, est-ce qu'on a point fort, point faible en fait? Bonjour à toutes et à tous. Alors permettez-moi juste de saluer tout le travail qui a été fait aussi par mon prédécesseur à la vice-présidence de l'Europe internationale et Sud, Michel Eddy, qui représentait le TIRAD. Donc moi j'ai pris ces fonctions tout récemment et nous aurons notre première réunion du groupe d'ici une quinzaine de jours. Alors à cette question qui est difficile, alors déjà comme Michel, moi je me félicite que la France et l'Europe affirment la recherche sur l'environnement comme une priorité parce que non seulement, comme l'a dit Michel, c'est un vecteur du développement de l'économie, c'est un vecteur tout court du développement des sociétés et notamment des sociétés au sud. Donc si on fait une analyse BBO, il faut bien aussi se référer à quelque chose de quantitatif et qualitatif. Quand on regarde dans la catégorie générale environnement, écologie et dans les sous-catégories qui sont sciences environnementales, écologie et les études environnementales tout court, on peut remarquer l'excellent positionnement des équipes françaises dans le domaine de l'écologie scientifique. La France est très bien positionnée dans ce champ de l'écologie avec une production scientifique qui représente à peu près 7% de la production mondiale. Et puis qui a une très forte visibilité en tant que pays, en tant que nation. C'est le 7e pays en termes de citation dans ce domaine de l'écologie. Et certains auteurs français sont parmi d'ailleurs les auteurs les plus cités au monde. Et puis rappeler aussi que l'université de Montpellier, avec laquelle nous avons signé une entente stratégique tous la semaine dernière, elle est classée première mondiale, ou enfin, elle est très bien classée, première, troisième, en écologie par le classement de Shanghai. Donc plus largement, moi je dirais oui, sur les recherches en environnement, la France et l'Europe sont très bien placées. Et pourquoi? Parce qu'il y a une diversité des recherches que nous menons qui implique les sciences de l'univers, les sciences de l'écologie, et puis des sciences plus appliquées comme les sciences en agronomie. Il faut aussi souligner une chose, c'est que la France et ses chercheurs, nous sommes pleinement mobilisés autour de l'agenda international 2021-2022, sans parler de l'agenda plus global et l'atteinte des ODD. Et ça, c'est absolument déterminant aussi pour qu'on prenne ensemble, vraiment ensemble, le chemin de la durabilité, ça a été dit par tous les intervenants, et puis transformer vraiment en profondeur nos sociétés. Et remarquez aussi, et tous les événements l'ont montré, le congrès de l'UICN, comme l'a rappelé François, la COP26 climat, la COP15 biodiversité, la NUE 5.2, ou encore un événement sur lequel j'attire votre attention, le Forum mondial de l'eau, qui aura lieu à Dakar en 2022. Tout ça montre
combien les équipes françaises et européennes sont mobilisées. C'est aussi, comme ça a été rappelé par François, notre participation aux travaux du GIEC, de l'IBES, de l'UICN, du PNUE, et ça, c'est absolument indispensable. En tout cas, ça témoigne vraiment de la capacité de la recherche française et au-delà de la recherche européenne à être au rendez-vous des attentes qui sont exprimées au niveau national, européen, international, et des attentes qui sont exprimées par les citoyens notamment. Donc, dire si c'est un petit peu difficile comme question de répondre à savoir si on a des domaines d'excellence précis. Oui, il y en a, mais enfin, si j'en citais un, certains me reprocheraient de ne pas le citer les autres. Donc, je vais pas détailler plus précisément cela. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que s'il y a des axes à renforcer, et notamment au travers du GTUS, on va porter la réflexion là-dessus, c'est qu'il faut qu'on continue à mobiliser nos chercheurs, la pollution scientifique, au service d'un positionnement institutionnel qui soit fort à l'international et en particulier au Sud. Ça va nous permettre d'alimenter aussi les débats dans les grandes instances environnementales de négociation, comme ça a pu être le cas à l'UICN. Et je pense que vraiment la recherche française, comme l'a dit Jean-Marc, au travers des universités, au travers de nos jeunes, on a les moyens de continuer à décloisonner les disciplines au profit, au bénéfice en tout cas d'approches qui soient plus intégrées, plus interdisciplinaires. Et comme ça a été dit, et je vais le redire, c'est vraiment en promouvant la science de la durabilité vers laquelle à l'envie, et le GTUS va porter est résolument tourné. Et je pense que si on veut réussir plus globalement cette transition, ça dépasse aussi à l'envie, et il faut qu'on embarque aussi avec nous les autres alliances. Dernier point peut-être aussi sur l'axe à renforcer, et on l'a vu à l'UICN, c'est que sur chacun des travaux que nous portons sur l'environnement, on doit associer les savoirs locaux, les savoirs autochtones. Je pense que, c'est des savoirs inspirants, c'est aussi avec eux, au travers de ces savoirs, mettre en place des solutions durables et qu'on dépasse juste les constats. Donc les résultats de notre travaux, comme les résultats des négociations internationales qui sont en cours, ils doivent être diffusés plus largement, on doit faire un effort de rendre cela plus intelligible, plus compréhensible par la société civile. Et c'est une démarche qui doit s'inscrire, comme je l'ai dit, autour de partenariats équitables avec les Sud notamment, et multi-acteurs, et comme je l'ai dit, dont la finalité va vraiment dépasser uniquement les intérêts disciplinaires. Donc pour conclure, moi avec ma vision toute nouvelle et récente de VP Europe Internationale et Sud, je pense que une proposition pourrait être de créer un jet sciences de la durabilité avec les partenaires du Sud et les collègues qui sont très orientés à l'envie sur les questions du Sud. Je pense qu'une meilleure prise en compte des Suds en général va vraiment permettre de nous ancrer la France encore mieux dans les débats internationaux. Voilà, je vous remercie. Merci à vous, merci pour ce... En tous les cas, moi, ce que j'entends, c'est que c'est un message assez positif et c'est un message de mobilisation, en tous les cas, à destination de l'ensemble de la recherche. Merci. Donc, François Houllier, président d'Allons-Vie, vous l'avez dit tout à l'heure, donc vous vous félicitez quand même du fait que les crédits alloués à la recherche en environnement s'accroissent, mais vous avez quand même aussi noté qu'ils ne seront peut-être pas totalement suffisants pour faire face à tous les besoins. Est-ce que vous avez des pistes de financement qu'on peut trouver ailleurs? On ne vous entend pas, François. François Houllier, il faut mettre le son. Je remets le son. C'est le gag usuel. Voilà. Non, je voulais juste, avant de répondre, des pistes pour trouver des financements. J'y reviens peut-être dans un instant. Mais je trouve intéressant la manière dont on a présenté les choses, là, les 4 vice-présidents qui sont intervenus, parce que je pense que ça illustre bien aussi une certaine dimension collégiale de ce que c'est que l'Alliance à l'envie. Et je crois que c'est quelque chose auquel l'ensemble des membres tiennent. Et le fait qu'il y ait un écho entre le propos de l'une ou l'autre d'entre nous et le propos d'un autre après, moi je trouve que là, ça fait partie de... On ne dit pas tous la même chose, mais on dit quand même des choses qui se font écho les uns aux autres. Et donc voilà, c'est quelque chose auquel je suis attaché. Alors, des pistes de financement autres,
une fois qu'on a épuisé les crédits nationaux européens. Je pense que dans nos domaines, il y a un certain nombre de fondations, d'entreprises qui sont susceptibles d'apporter des financements sur nos travaux. Ça ne relève pas du financement et il faudrait surtout pas y voir de l'instrumentalisation, mais il y a tout ce volet, moi, auquel je suis attaché, des recherches participatives, et vraiment, je réponds sur ce sujet sans que personne n'y voit le souhait d'instrumentaliser des citoyens. Mais à un moment, pour réaliser certains grands projets, certains grands programmes, pour changer d'échelle, il peut y avoir des situations où c'est complètement pertinent et où la mobilisation collective peut aller au-delà de la communauté scientifique. Voilà quelques idées que je pourrais avoir sur cette question. Bon, voilà. Je suis peut-être un peu court dans ma réponse. Non, mais après, moi j'ai une autre question. Enfin, je pense que dans les messages peut-être que j'entends, c'est que face à tous ces crédits qui arrivent, il y a un moment, il faudra quand même avoir les chercheurs pour répondre à tous ces appels à projets. Mais ça, c'est un sujet qui vous revient peut-être. C'est vrai, ça c'est quelque chose. Alors moi, je ne sais pas le dire pour l'ensemble des membres de l'Alliance, mais un des sujets qu'on a sur ce, si c'était ça qui était en arrière-plan, c'est vrai que je vais prendre l'exemple de l'océan, mais il est possible que ce soit vrai dans d'autres domaines. Sur l'océan, vous prenez les missions qui sont la mission océan européenne qui est en train d'arriver. Elle va déverser de l'ordre d'une centaine de millions d'euros par an pendant plusieurs années. Je ne suis pas complètement sûr que tous ces crédits soient complètement absorbables si nous n'avons pas la capacité d'avoir effectivement des effectifs, une communauté un peu plus large. Il peut y avoir des effets de saturation, c'est-à-dire qu'il y a un moment, on peut pas simplement être sur du fonctionnement par projet, il faut avoir un tissu dense et organisé. Donc c'est sûr que si c'était ça la question derrière le financement, il y a cet enjeu-là qui est aussi présent, que d'avoir des communautés qui sont assez larges et assez puissantes pour pouvoir absorber du financement additionnel en termes d'infrastructure ou en termes de projets. Oui, donc là, il y a effectivement un enjeu particulier. Il y a un autre enjeu particulier qu'on perçoit, mais là, je renverrai volontiers la balle vers Jean-Marc Augier, soit aujourd'hui, soit pour une autre réunion. C'est sur les doctorants. Il y a quand même eu, alors je n'ai pas la statistique en tête dans notre domaine, mais l'emploi doctoral, si on l'utilise de cette manière-là, il n'a pas tendance spontanément à se développer dans la période récente, il a parfois eu tendance un peu à se contracter. Il y a des interrogations des jeunes sur la notion, sur le doctorat, et on sait l'importance critique qu'ils ont dans les labos. Souvent, un bon labo, un labo qui marche, c'est un labo qui attire des doctorants. Et donc, il y a une question là qui n'est pas qu'une question de moyens, qui est une question un peu de moyens, en nombre de doctorants, en rémunération du doctorant, en reconnaissance du diplôme de doctorat derrière. Il y a une question qui me paraît être une question centrale. Et en même temps, ça a été dit tout à l'heure à propos par Stéphanie Lux, à propos ne pas aller construire des centrales à charbon en faisant du vélo. Il y a de la mobilité, et puis ça a été dit très bien par Jean-Marc Augier, il y a de l'intérêt chez les jeunes. Et donc je pense que sur cette question globale de quelles ressources mobiliser, combien de ressources mobiliser et quel usage de ces ressources, il y a un point de vigilance particulier sur ce segment des plus jeunes des chercheurs, puisqu'un doctorant, c'est d'abord un jeune chercheur. Merci. Merci à tous les 5 donc, pour cette première séquence. Nous allons retrouver entre 15h45 et 16h François Houllier pour un dialogue rapide avec Claire Giry, qui est la directrice générale de la recherche et de l'innovation. Et ensuite, nous vous retrouverons tous les 5 pour un mot de conclusion aux alentours de 17h, enfin un petit peu avant 17h. Voilà, merci à tous.